contribution de plus, du moins de la part de quelqu'un qui leur est extérieur. Cependant, dans la mesure où ils m'ont beaucoup intéressé, j'allais dire passionné, et je songe bien sûr à ceux sur lesquels j'ai principalement travaillé, et je vais en parler maintenant, à savoir les prophétismes en Côte d'Ivoire, je crois pouvoir livrer quelques éléments d'analyse qui, sans avoir la prétention d'être novateurs, sont susceptibles d'aider utilement aux discussions de ce colloque en ce lieu hautement emblématique qu'est le centre Simon Kimongo. Alors ma contribution, tout en s'appuyant principalement sur ma connaissance des prophétismes ivoiriens, consistera donc à vous proposer quelques cadres analytiques qui ont quelques ambitions d'avoir une portée plus générale. Et des cadres analytiques que je me propose d'appliquer d'abord à la figure du prophète, à celui que le grand sociologue allemand Max Weber avait caractérisé comme détenant un pouvoir charismatique, de les appliquer ensuite au prophétisme proprement dit, c'est-à-dire à des phénomènes religieux de plus ou moins grande ampleur qui sont généralement survenus en situation coloniale, mais qui se sont souvent prolongés ou renforcés après les indépendances. Alors, sans plus attendre, je commencerai donc par la figure du prophète en m'autorisant d'abord de la référence à un grand philosophe, Spinoza pour le nommer, qui s'est lui-même autorisé, quitte à prendre pas mal de risques, qui s'est lui-même autorisé à examiner de près le prophétisme hébreu, celui donc de l'Ancien Testament, et à montrer que les multiples figures qui le composent, de Moïse à Jean-Baptiste, en passant par Élie, Daniel, ont toutes exercé bien davantage que leur entendement, à savoir leur imagination. Et que cette imagination, pour chacun des prophètes hébreux, compte tenu du contexte historique et compte tenu de sa personnalité, a été une imagination particulière, c'est-à-dire comparable mais non identique aux autres. Eh bien, je reprendrai volontiers cette approche de Spinoza, car pour ce que j'ai pu comprendre des prophètes auprès desquels j'ai travaillé, en l'occurrence des prophètes en Côte d'Ivoire, il m'a semblé en effet que si tous ont de nombreux points communs, notamment le fait de s'auto-proclamer prophète, chacun développe sa mission, son entreprise d'une manière spécifique. Dans le sillage d'une trajectoire existentielle souvent riche, mais tumultueuse, chacun avec plus ou moins de réussite compose une vision du monde et une théologie qui lui est propre. Et cela en s'appropriant certains aspects plutôt que d'autres du christianisme et en empruntant aussi bien à des cosmogonies ou à des pratiques magico-religieuses traditionnelles. Je pense tout particulièrement au culte des ancêtres, au culte de fécondité et au culte anti-sorcellerie que beaucoup, chacun à sa façon, ont recyclé ou réactivé au cours de la période coloniale et après. Donc, je dirais que chacun d'eux se livre à sa manière à une double appropriation, à la fois du côté du christianisme et du côté des religions traditionnelles. Ce que de nombreux analystes ont appelé syncrétisme, mais ce que je préfère pour ma part appeler travail de synthèse, puisque les plus importants d'entre eux, grâce souvent à leurs disciples, ont été au départ de nouvelles religions et de nouvelles églises, avec leur liturgie et leurs rituels spécifiques. En Côte d'Ivoire, ces nouvelles religions ont été tout particulièrement l'église hariste, inspirée par le prophète libérien William Wadé Harris, qui est apparu en 1913 dans la colonie et qui convertit près de 100 000 personnes, ou encore l'église d'Eima, fondée un peu plus tard par la prophétesse Marie Lalou. Mais pour revenir à cette question de l'imagination, je voudrais préciser que cette faculté a fait d'eux ce que j'appellerais des maîtres du discours. Ce qui m'a tout spécialement frappé en fréquentant plusieurs prophètes ivoiriens ou en découvrant leurs gestes dans les archives, c'est que ce sont des personnages qui prennent avec détermination la parole et qui la prennent sur différents plans. D'abord, ils parlent d'eux-mêmes, de ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont, et notamment de l'épisode de leur vie où ils ont basculé dans la vocation prophétique. Épisode qu'ils appellent souvent eux-mêmes leur folie, comme s'ils avaient lu Erasme, le grand humanisme européen du début du XVIe siècle. Ensuite, ils parlent du monde qui les entoure,
et souvent sur un mode dérangeant, perturbant, voire subversif. Un monde qui peut se limiter à leur environnement local et aux problèmes auxquels est confrontée la population qui l'habite, mais un monde qui, bien souvent, n'est rien d'autre que la situation historique dans laquelle ces personnages inspirés, imaginatifs, évoluent. Situation coloniale pour les prophètes anciens ou plus âgés, situation post-coloniale pour les prophètes récents. Une situation qui, dans tous les cas, les amène à aborder les problèmes, les tourments qui affectent durement leurs contemporains. Certains, du reste, ne se contentent pas de parler de leur région ou de leur pays, et spécialement des difficultés ou des malheurs qui les assaillent, mais traitent aussi des problèmes nord-sud, des rapports entre occidentaux et africains, et des problèmes plus globaux de la planète. J'ai connu un prophète ivoirien qui parlait à sa façon du sida, de ses origines et de la manière de le traiter, un autre qui abordait des questions écologiques, les questions des catastrophes, un autre qui traitait de la question des femmes, etc. Du coup, j'ai même osé écrire qu'il me faisait songer, sur un certain plan bien sûr, à des collègues, à des sociologues ou à des anthropologues. En tout cas, il me semble que nombre d'entre eux ont développé ce que j'appellerais volontiers une intelligence de la situation. C'est-à-dire qu'ils ont intelligemment repéré les diverses tensions qui travaillaient et qui travaillent les sociétés africaines, spécialement celles qui ont résulté des destructions plus ou moins importantes des systèmes sociaux traditionnels qu'ont généré les colonisations européennes. Mais à leur qualité discursive s'en ajoutent d'autres. En l'occurrence, des qualités d'hommes, d'action, parfois de femmes d'action, à l'instar de Marie Lalou en Côte d'Ivoire, ou encore, bien sûr, de Donna Béatrice Kimpavita, la première des grandes prophètes. Ce sont en effet des personnages qui, souvent, ont des activités de guérison, qui interviennent, par exemple, comme je l'ai dit, dans le domaine de la fécondité, qui luttent, pour reprendre une formule assez stéréotypée, contre le fétichisme et la sorcellerie. On pourrait parler à cet égard d'entreprises prophylactiques, qui créent en outre des communautés thérapeutiques et des communautés d'adeptes, et qui doivent les organiser avec tout ce que cela implique comme gestion des affaires humaines. J'allais dire de management ou de gouvernance, pour employer des mots à la mode. Ce sont des personnages qui donnent des consignes, qui cherchent à être massivement entendus et qui ont donc une forte capacité de mobilisation. Il y a par conséquent chez eux de l'activisme, du militantisme, de la prise de risque, comme en témoigne l'arrestation de Simon Kimbongu, qu'on vient d'évoquer en 1921, ou l'expulsion de William Waderis en Côte d'Ivoire par les autorités coloniales en 1915, qui l'ont ramené manu militari au Libéria. Toutes choses qui procèdent de leur faculté imaginative, mais qui résultent plus précisément de ce premier passage à l'acte, qui fut lui-même consécutif à l'épisode de leur révélation ou de leur folie. Finalement, c'est cette combinaison du discours et de l'action que chacun réalise à sa manière, mais le mieux possible, et c'est cette combinaison qui fonde et pérennise le charisme des prophètes, qui fait d'eux des humains extraordinaires, et très précisément des personnalités capables de grandes performances, et dont la formule pourrait être « je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Mais à quoi j'ajouterais immédiatement que ces performances ou cette formule accordant la parole à l'action pourrait s'appliquer aussi bien au Christ et à Mohamed, qui ont tout à la fois pris la parole, et cela de façon particulièrement dérangeante pour leur propre milieu social, et qui ont généralement agi avec beaucoup de détermination et de prise de risque, parfois de risque de mort. De ce point de vue, la figure du prophète, telle que celle de William Waderis ou de Simon Kimbongu, évoque fortement la dialectique du maître et de l'esclave, chère à cet autre grand philosophe, à savoir Hegel, qu'on pourrait ici adapter en dialectique du colonisateur et du colonisé. Une dialectique dans laquelle l'esclave ou le colonisé s'émancipe, accède à la souveraineté, non seulement par le travail, et le travail ici pour les prophètes, c'est précisément le double travail d'appropriation que j'évoquais il y a un instant, mais aussi et surtout en mettant sa propre vie en jeu. Mais je voudrais précisément revenir sur ce double travail d'appropriation religieuse des prophètes, à la fois du côté du christianisme et du côté des religions traditionnelles. Comme je l'ai dit, il ne s'est pas agi là de syncrétisme
comme on l'a trop souvent dit, il s'est agi bien plutôt de synthétisme, si vous me permettez ce néologisme, c'est-à-dire que les prophètes, les grands prophètes ivoiriens, congolais et plus largement africains, ont été, et là est très précisément leur performance, des inventeurs de nouvelles religions et pour certains de nouvelles grandes églises. Cependant, on ne saurait prendre toute la mesure de ce travail d'appropriation, de ces synthèses ou de ces innovations à partir de leur seul caractère religieux ou spirituel. Car étant donné qu'ils sont survenus d'abord au contexte colonial, c'est-à-dire dans un contexte de domination, les prophétismes ont eu d'entrée de jeu un caractère politique. Il y avait à l'évidence une volonté de ne pas être conforme aux injonctions ou aux attentes du colonisateur, et spécialement à celles des missionnaires, dans l'acte de se proclamer prophète et dans celui d'être le fondateur de mouvements ou de communautés qui ne devaient pas être sous la dépendance du clergé catholique ou protestant européen. Même si le clergé protestant était assez logiquement plus conciliant vis-à-vis d'eux que le clergé catholique. C'est ce que firent par exemple les disciples ivoiriens de William Wade Harris, qui refusèrent de rentrer dans les rangs catholiques et protestants comme ils y étaient fortement invités par les uns et les autres. Ce que je veux plus précisément dire, c'est qu'il y a dans la double appropriation religieuse spirituelle des prophètes, des prophétismes, une façon de s'arracher, pour reprendre une formule du philosophe français Jacques Rancière, une façon de s'arracher de la place assignée par le colonisateur, et donc de manifester, sinon de l'indépendance avant la lettre, du moins une forte autonomie. Du reste, le colonisateur ne s'y est pas trompé, puisqu'il a assez vite réprimé les prophètes, voyant précisément en eux et dans la rapidité des mouvements auxquels ils ont donné naissance, des phénomènes qui échappaient à leur contrôle, quitte, en les réprimant, à générer une martyrologie et de cette manière à leur donner une plus large audience. Ce qui est assez remarquable, dans le cas notamment du harisme en Côte d'Ivoire, c'est que le prophète libérien, William Wade Harris, fut au départ, c'est-à-dire au cours de l'année 1913-1914, reconnu, voire soutenu par les autorités coloniales qu'il appelèrent leur divine providence. Non seulement il avait entrepris de lutter contre le fétichisme et la sorcellerie, mais de surcroît, il invitait ses adeptes et les populations qu'il visitait à aller promptement à l'école des Blancs et à se mettre plus largement à l'heure de la modernité que le colonisateur était réputé incarner. Harris se déclarait rien moins que prophète des temps modernes. Cependant, malgré ce zèle, le colonisateur vit quelque temps plus tard, dans cette divine providence, un danger, une menace. Le prophète libérien avait en effet tellement de succès que l'administration coloniale s'aperçut qu'elle était en train d'être fortement concurrencée sur le plan de sa propre autorité. Ce qui lui devint parfaitement intolérable. D'autant que s'il se déclarait prophète des temps modernes, Harris disait aussi, en très remarquable maître de la parole qu'il était, Harris disait aussi que si les Africains suivaient ses commandements, ils seraient bientôt les égaux des Blancs. C'était là une prédiction qui allait peut-être dans le sens du projet colonial, de la fameuse mission civilisatrice occidentale, mais qui en ses débuts de colonisation, avec le régime de l'indigénat, c'est-à-dire d'infériorisation des colonisés, et avec les nécessités de la mise en valeur économique de la colonie, c'était une prédiction, être les égaux des Blancs, qui était pour les autorités une prédiction parfaitement incongrue et inacceptable. Mieux que des formes d'autonomie, je dirais que les prophètes et les prophétismes ivoiriens, mais ceci vaut bien sûr évidemment aussi pour le kibanguisme, que les prophètes et prophétismes donc, par leur double appropriation religieuse, par leur performance discursive et pratique, par leur capacité de mobilisation collective, ont été des producteurs d'expression et d'espace public. Sans que les autorités coloniales, malgré leur politique répressive, ne puissent empêcher qu'ils soient entendus et qu'ils se développent, même clandestinement, prophètes et prophétisme ont bien plutôt imposé à ces autorités une certaine réception du christianisme et surtout une certaine façon d'interpréter la situation créée par elles et d'y réagir avec intelligence et perspicacité. À l'image d'Harris et très certainement de Simon Kibongu, mais je pense aussi à une autre personnalité comme André Matsoa ou Congo-Brazza, qui ne voyait pas pourquoi, dès lors qu'on se convertissait au Dieu de la Bible, au Dieu des Blancs,
on ne serait pas du même coup leurs égaux. Finalement, et je terminerai mon intervention par là, les prophètes et les prophétismes africains ont fait très tôt et très vite bifurquer le projet colonial tel qu'il avait été peu ou prou conçu par les puissances conquérantes, c'est-à-dire un projet qui supposait l'obéissance des colonisés de manière à ce qu'ils fussent entièrement façonnés par leurs colonisateurs. En créant de nouvelles religions adossées largement aux cultures locales. Par parenthèse, l'Église catholique proposera bien après la notion d'inculturation par une sorte d'autocritique de ses premières missions, de ses premières entreprises missionnaires, mais je dirais que les prophètes l'avaient à leur manière inventé, cette inculturation, bien avant elle, ce qui souligne encore plus leur performance. Donc, en créant de nouvelles religions adossées aux cultures locales, prophètes et prophétisme en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo ou ailleurs, ont produit des événements, ont écrit une grande page d'histoire qui n'était pas du tout prévue par le projet colonial. Il s'est agi d'une histoire en bonne part d'appropriation de ce que ce projet colonial véhiculait comme politique de domestication, tout spécialement son prosélytisme chrétien. Mais il s'est agi d'une histoire qui fut également d'entrée de jeu politique, ce que mon maître Georges Ballandier avait largement repéré à travers sa notion de reprise d'initiative, puisqu'à travers les prophétismes, les colonisés ne sont pas restés à leur place, à la place qui leur était assignée, qu'ils ont fait autrement et autre chose, qu'ils ont par conséquent durablement perturbé l'ordre colonial, noté, puis des églises, qui se sont affirmées sans discontinuer de la période coloniale à la période post-coloniale, prenant pour certains une part importante dans l'avènement de l'indépendance. Pour beaucoup de pays africains concernés, cette histoire des prophétismes est maintenant séculaire. L'Église ariste, dans 2 ans, va fêter son centenaire, 1913-2013, et l'Église de Jésus-Christ sur terre par le prophète Simon Kimongu, ici même, va célébrer le sien dans 10 ans, 1921-2021. La République démocratique du Congo et, comme vous le savez plus récemment, la Côte d'Ivoire ont traversé des périodes particulièrement tourmentées, des guerres ou des quasi-guerres civiles, qui ont mis très directement en cause leur capacité à faire nation. Il me semble pour ma part que parce qu'elles sont précisément le produit de cette histoire d'appropriation, ces églises constituent un modèle de patrimoine national, ou mieux encore, ces églises sont le canal privilégié d'expression d'une conscience nationale et peuvent permettre en même temps la mise en place ou l'accélération de processus d'intégration régionale. Ce qui n'est pas contradictoire, bien au contraire, avec leur vocation de s'affirmer encore plus largement en Afrique, de se déclarer panafricaine ou universaliste et de prendre ainsi leur part à la mondialisation en cours. Merci. Merci beaucoup, cher collègue Jean-Pierre Dozon. Nous avons compris par votre conférence, votre exposé, tout l'intérêt que vous avez depuis longtemps porté sur cette question liée au prophétisme et notamment à l'issue de cet intérêt, de nombreuses publications réalisées pour approfondir les analyses donc à amorcer il y a une 50aine d'années. Vous avez donc insisté sur les différentes figures qui existent concernant les prophètes ou les prophétesses aussi, concernant leurs fonctions dans les sociétés et les usages que nos différentes communautés, nos différentes sociétés réalisent autour ou au sujet de ces prophètes. Nous avons insisté dès le départ qu'il s'agit ici d'une lecture d'un anthropologue, mais que ces églises constituent, du moins pour la société, nos sociétés contemporaines, des canaux privilégiés, à la fois pour pouvoir assurer des transformations et des innovations liées aux mutations en cours, mais en même temps
pour pouvoir envisager une véritable histoire d'appropriation. Rénovation et innovation sont au centre en même temps de ce que les églises apportent à nos communautés, du moins dans leur trajectoire. Comme je l'ai dit pour le premier, cette conférence est enrichie par la comparaison faite entre notamment Simon Kimbangu et les autres prophètes. Et je dois vous dire que le professeur Jean-Pierre Dozon est l'un des grands spécialistes de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons donc nous retrouver dans le cadre de travaux en panel pour pouvoir aussi examiner et approfondir toute la problématique qui venait d'être esquissée. Professeur, merci beaucoup, mais reste un peu là. Merci beaucoup pour cette contribution significative à l'enrichissement de nos débats qui vont suivre. Cet après-midi, non, c'est donc à partir de 10h, donc à partir de 11h15, parce que nous allons avoir une petite pause. Vous avez compris le retard avec lequel nous avons commencé les travaux. Nous allons avoir 2 panels qui vont fonctionner. Le premier panel porte sur Simon Kimbangu et le kimbanguisme dans les sciences sociales et les mémoires. Et ce panel sera présidé par le professeur Dr Gauthier de Villers, du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, en Belgique. Et il aura comme discutant le professeur Serge Mboukou de l'université de Metz. Et enfin, comme rapporteur de cet atelier, le docteur Anne Mélis de l'université de Liège. Et nous allons à cette occasion écouter plusieurs communications. Dans le cadre de cet atelier, je préférerais les donner immédiatement. Le professeur Ndayouele Isidore Nziem sur Simon Kimbangu, une mémoire fondamentale pour la construction du Congo. Le docteur Laurent Gankama de l'université Marien Ngouabi, le kimbanguisme, un paradigme novateur face à des obstacles épistémologiques. Docteur Serge Mboukou de l'université de Paul Verlaine, comme je venais de le dire, de Metz, de Kimpa Vita à Simon Kimbangu, réflexion sur un jeu d'écho prophétique. Au cours de cette conférence, le même professeur présentera le livre qui vient de sortir sur Kimpa Vita, publié chez l'Harmattan. Ernest Wambada Wamba, qui est un peu malade, on va essayer de voir s'il sera là. Il parlera de l'héritage de Simon Kimbangu, filiation et diversité des églises prophétiques de l'Afrique centrale. Ngoma Binda, dans l'après-midi à 14h, le professeur, ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, philosophe de son état, philosophe politique, la réception du kimbanguisme par les intellectuels africains. Mais cette communication sera en même temps aussi doublée d'une autre communication qu'il avait déjà préparée concernant notamment les œuvres sociales, en fait, mais vues par un philosophe. Mwenebatende Gaston, qui est un grand sociologue de l'université de Kinshasa et des facultés catholiques de l'université catholique au Congo, l'un des pionniers aussi dans ce domaine. Il a publié énormément d'articles sur la question, parlera de parcours politique et discours religieux. Un Prométhée noir, Simon Kimbangu. Anne Mélis, l'image de l'université de Liège, comme je viens de le dire, l'image politique de Simon Kimbangu. Mais ça, c'est la première intervention pour elle, parce qu'il y aura une deuxième intervention avec Ramon Saro.
le professeur Émile Bongeli et Yeiko Yaata de l'Université de Kinshasa parlera de Simon Kimbangu et la nation congolaise. Et toujours dans l'après-midi, le professeur Dr Nyonda Yarubango Pascal de l'Université de Creighton, l'université aux États-Unis, il parlera de regards croisés sur les représentations de Simon Kimbangu. Kibanda Matungila de l'Université de Kinshasa, anthropologue, de Mafuta à Kimbangu, face à l'Église de la conquête, la spiritualité de la résistance. Et le professeur Mathieu Tchungu, l'ancien doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université de Kinshasa et l'un des doyens de notre faculté des sciences sociales, il parlera d'ailleurs, il présidera aussi un panel, Simon Kimbangu, la conscience du peuple congolais. Ça, c'est le premier panel. Le deuxième panel, je préférais donner cette économie. Deuxième panel, qui est le kimbanguisme de la perception à la reconnaissance officielle. Il sera présidé par l'historien professeur Dr Kamba Ibouacha de l'Université pédagogique nationale. Vous les connaissez, du moins au niveau des Congolais. Il a beaucoup écrit et il parle beaucoup à la télévision de ces questions, notamment de l'histoire contemporaine. Il aura comme discutant César Nkunku de l'Université de Lubumbashi, qui est historien, et comme rapporteur le professeur Dr Charles Ekwama, chef du département des sciences historiques à l'ISP Gombe. Et enfin, nous aurons comme